Donc là, on est dans la séquence d'introduction générale. Je pense que si vous êtes là, vous avez vu comment c'est organisé, hein. On va passer une petite demi-heure, peut-être moins, ensemble à faire une sorte d'introduction au sujet. Et ensuite, à partir de 17h30, pardon, de 17h, je vous dis une bêtise, nous allons nous séparer en trois réunions virtuelles parallèles, une pour chacun des parcours de Messi. Voilà. Donc, j'imagine que pour les participants, vous avez déjà pressenti quel est le parcours qui vous intéresse, mais peut-être que ce n'est pas encore le cas. Et sur la base de la présentation très générale qu'on va faire maintenant, ça va peut-être vous donner l'impulsion pour décider vers quelle réunion vous allez vous orienter à 17h. Voilà, donc j'ai prévu un propos très bref, hein, dans un premier temps, qui consistera à décrire en termes très, très généraux les métiers auxquels on fait référence ici, métiers des études, du conseil et de l'intervention, et pour le dire autrement, les métiers auxquels le master Messi, dans ses différentes composantes, prépare. Donc je vais rester en termes généraux, puisque évidemment, ensuite, selon le parcours emprunté, les métiers se différencient. Donc je vais rester sur un peu ce qui est commun à tout ça, et j'ai surtout insisté sur la diversité. Après, très, très brièvement, je vous présenterai, vous rappellerai la structure de cette mention de master avec M1 et M2 et surtout ces trois parcours. Et mes collègues qui représentent chacun des parcours prendront la parole pour brièvement vous expliquer en gros ce qui différencie leur parcours de l'enveloppe générale qui les rassemble. Voilà, puis après, éventuellement, on répondra à vos questions. Et lorsque la demi-heure sera épuisée, on basculera sur les réunions par parcours. Voilà, et je vous rappellerai les liens à ce moment-là si vous ne les avez pas notés. Alors, il faut que j'arrive à retrouver la main sur les slides. Ça défile? Oui? Parfait, Oui. super. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les métiers des études du conseil de l'intervention? En dépit de leur grande diversité sur laquelle je vais insister tout à l'heure, il s'agit de métiers qui ont comme finalité première d'aider à prendre des décisions. Dans des champs qui peuvent être extrêmement variés, on va y venir tout à l'heure. Mais voilà, on va éclairer les personnes qui ont des décisions à prendre, quel que soit le champ. Et pour ça, il faut qu'on déploie une certaine expertise qui va permettre de mobiliser des données, traiter ces données, les compiler, les traduire, et tout ça pour au final être capable d'apporter une réponse à la question qui vous aura été posée, cette question découlant du fait que vous avez un acteur au bout qui doit prendre une décision. Donc, dans un contexte, ça ne vous aura pas échappé, où on a l'impression que le monde s'accélère, que les mutations sont extrêmement brutales dans tous les domaines, technologiques, économiques, politiques, sociétales, que ce soit des entreprises, des administrations ou des associations, elles sont mises à l'épreuve de leur capacité à saisir ce qui se passe et s'y adapter, à la fois pour saisir des opportunités, mais aussi pour faire face à des menaces. Et donc, peut-être plus que jamais, le monde économique et social a besoin de ces acteurs, le back-office, les gens qui travaillent sur les études, le conseil et qui interviennent pour les aider à décrypter cet environnement et à prendre les bonnes positions, les bonnes décisions pour continuer à atteindre les objectifs qu'on s'est donnés dans un contexte qui est mouvant. Donc, je reste volontairement en vague parce que, évidemment, cette manière d'incarner ce rôle que je viens de vous décrire est éminemment différente selon le domaine dans lequel on se présente. Alors, justement, la diversité des domaines, elle est considérable et le choix que nous avons fait à Messi, d'ailleurs en rassemblant des disciplines universitaires différentes, notamment l'économie et la géographie, nous avons fait le choix d'essayer de couvrir assez largement les différents domaines qui se rattachent à ces métiers des études, du conseil et de l'intervention. J'en ai listé quelques-uns, mais c'est loin d'être exhaustif. Et surtout, il n'y a pas de hiérarchie dans cet ordre. J'aurais dû prendre un ordre alphabétique pour éviter toute ambiguïté. Donc, le marketing, c'est d'ailleurs un domaine important par rapport à ces métiers. La socio-économie, de manière très, très générale, qui peut nous renvoyer à la compréhension des modes de vie, des tendances sociétales, ou plutôt à ce qui se passe dans les organisations, notamment dans le registre des ressources humaines. Alors, c'est les points suivants, stratégie, organisation, donc aider les structures privées ou publiques à se structurer, à s'organiser, à définir une stratégie pour atteindre leurs objectifs. Les ressources humaines, alors on n'est pas dans les ressources humaines au sens strict, on est dans les études et le conseil dans le domaine des ressources humaines.
c'est-à-dire évaluer les qualifications, prévoir l'évolution des métiers, faire un audit de la situation des RH dans une organisation. Voilà, on n'est pas dans la gestion au quotidien des ressources humaines, mais on gravite autour et généralement, à ce moment-là, on travaille dans une direction des ressources humaines. Il y a évidemment les systèmes d'information qui sont aujourd'hui au cœur de beaucoup d'organisations. Ça, c'est le champ privilégié du parcours PISE. Il y a l'aménagement et le développement local. Avec les termes que je viens d'utiliser, ça renvoie immédiatement au parcours ADL. Là, on est plus sur des problématiques territoriales, évidemment, comme le nom l'indique. Et point de suspension, parce que les domaines sont extrêmement variés. Et cette diversité de domaines trouve un écho ensuite dans la diversité des acteurs qui font travailler des professionnels des études du conseil de l'intervention. Évidemment, d'abord. On t'entend moins bien, Philippe. Il y a un problème de micro. Ouais. Attends, rien n'a changé. Et là, ça va? Ouais, il faut que tu te rapproches peut-être. C'est fâcheux. Et là, je me suis un peu rapproché. Bon. C'est bon là. Ouais, c'est dommage. Donc, une variété d'acteurs qui font travailler ces spécialistes des études et du conseil. Donc, les bureaux d'études, évidemment, que ce soit des bureaux d'études en marketing, des bureaux d'études sur le développement local. Enfin, bon, on retrouve la diversité de domaines ici dans des structures en fait, qui vendent des prestations à des clients qui vont solliciter une expertise pour justement être en mesure de prendre des décisions. On a peut-être la partie la plus connue à l'extérieur de ce monde des études et du conseil, ce sont les instituts d'études d'opinion, dont on parle énormément en ce moment, d'ailleurs, pas seulement pour en dire du bien. Vous connaissez sans doute l'IFOP, Ipsos, BVA, etc., qu'on connaît surtout dans le grand public pour leur sondage politique. Donc, leur métier, c'est d'interroger les gens, des échantillons de Français, pour arriver à identifier un certain nombre de positions sur un certain nombre de sujets. Donc, ce qu'on voit le plus, c'est les sujets politiques, les intentions de vote, mais ça, c'est la partie immergée d'un iceberg qui est énorme, et ces gens-là passent de leur journée avec des moyens considérables à sonder en permanence l'opinion dans un tas de domaines différents. Il y a les cabinets de conseil. Alors, il y a des très grands cabinets de conseil que vous connaissez peut-être, Bain, EY, Accenture, etc., des entreprises de taille mondiale. Mais il y a aussi beaucoup de cabinets de conseil, beaucoup plus petits, taille d'une TPE ou mieux d'une PME, qui sont généralement spécialisés sur des domaines. On va retrouver les domaines que j'évoquais tout à l'heure, le développement territorial, l'organisation du travail, le marketing, la stratégie générale de l'entreprise. Là, elles sont spécialisées et c'est des structures beaucoup plus petites, mais qui sont très nombreuses et qui représentent un volume d'emploi qui est important. Ensuite, il y a ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, des grandes entreprises. On peut avoir des services études à l'intérieur des grandes entreprises. Alors, typiquement, le département ou la division marketing d'une grande entreprise qui travaille sur les marchés de consommation aura en son sein un service études qui fera travailler des chargés d'études pour les besoins de la maison ou qui fera l'interface avec des bureaux d'études extérieurs auxquels on va poser des questions, souvent en termes d'un appel d'offres, pour qu'ils apportent leur expertise. Mais il y a besoin d'un élément de traduction, si vous voulez, entre la technicité des métiers des études et les besoins de l'organisation interne. Et c'est souvent ce service études interne qui fait le lien entre les besoins internes de l'entreprise et l'expertise qu'on va aller chercher à l'extérieur. Idem, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez souvent dans les grandes entreprises, dans le département en ressources humaines, vous allez avoir des consultants en ressources humaines qui vont travailler, qui sur la définition des profils, qui sur la formation, qui sur l'organisation, vont apporter leur savoir-faire pour aider à prendre des décisions. On trouve également à l'intérieur des grandes entreprises, évidemment, le secteur des systèmes d'information, l'informatique pour aller vite, qui est très souvent un élément extrêmement important de la structuration de l'entreprise. Alors là, on va trouver des purs techniciens, mais également des gens qui vont être là pour penser le système d'information en cohérence avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Des entreprises comme la grande distribution qui sont confrontées aujourd'hui à se présenter sur le marché du e-commerce, ils ont des besoins en système d'information inédits et avant de mettre la main dans le codage, on a besoin d'avoir des experts qui sont capables de penser le système d'information en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Il y a évidemment aussi les collectivités locales, là, ça touche directement les problématiques de développement territorial,
mais aussi d'animation de la vie locale. Donc, au sein de ces collectivités locales, à différents niveaux, hein, de la commune à la région, vous allez avoir des chargés de mission, des chargés de projet, des chargés d'études, ça peut porter des noms différents, mais qui vont soit apporter leur expertise pour éclairer les politiques de ces collectivités, soit faire là aussi l'interface avec des cabinets d'études spécialisés auxquels on va confier des missions qui réclament un savoir-faire que la collectivité en tant que telle n'a pas. Dernier type d'acteur qui est impliqué là-dedans, les chambres consulaires, que vous connaissez sans doute à travers les termes comme chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture. Donc, ce sont en gros les représentants territoriaux des acteurs économiques dont les missions sont multiples, mais parmi leurs missions, il y a des missions d'observation et d'analyse. Donc, très souvent, ces chambres consulaires montent des observatoires du tissu économique, des observatoires de l'emploi, des observatoires des métiers, etc. Et là aussi, il y a besoin d'avoir ces professionnels des études du conseil qui vont aider à monter ce genre de dispositif qui va ensuite être déployé auprès des administrés pour éclairer leur lanterne et leur permettre là aussi de prendre des décisions avisées. Donc voilà en gros le panorama. Je pense que vous avez compris le message que je veux faire passer. Hein. On est dans une grande diversité de métiers qui ont en commun, outre donc, des métiers d'aide à la décision, d'être des métiers d'analyste. En fait, hein. Donc je pense que c'est ça qui fait la beauté de ces métiers, au-delà de leur diversité, c'est que c'est des métiers où on est sans arrêt dans l'analyse. Donc, on va compiler des infos, on va créer des infos et on va analyser tout ça pour déboucher sur des éléments de connaissance. On va produire de la connaissance et cette connaissance a vocation à être opérationnelle, à aider les acteurs à y voir plus clair pour prendre des décisions plus éclairées. Donc, c'est des boulots assez passionnants au quotidien. Enfin, si on a la fibre de l'analyse, si on aime l'analyse, c'est des boulots assez passionnants au quotidien et alors, ça dépend où on l'exerce et dans quel champ, mais en général, assez peu routinier, parce qu'on a à traiter des sujets différents, surtout si vous travaillez chez des prestataires, comme des bureaux d'études ou des cabinets de conseil. Eh bien, régulièrement, vous passez d'un sujet à un autre, et donc vous rentrez dans un nouveau territoire, vous avez de nouveau à vous immerger dans un univers, et c'est assez passionnant. Voilà. Et ça réclame des compétences qui viennent des sciences sociales. Donc, c'est une bonne manière de valoriser une formation en sciences sociales. On va dire surtout une formation pluridisciplinaire qui a touché un peu à tout, parce que les objets qu'on aura à traiter font rarement appel à une seule discipline. On sera un bon analyste si on a été bien formé à un ensemble complémentaire de sciences sociales qui vous donne une boîte à outils finalement assez riche. À ça, vous rajoutez un peu de maîtrise des techniques quantitatives et des techniques qualitatives, un peu d'informatique, et puis vous êtes en mesure effectivement de produire ces analyses et de faire un boulot intéressant qui valorise la formation universitaire que vous avez pu avoir au préalable. Donc voilà pour les généralités que je voulais vous dire sur les métiers. Maintenant, en quelques minutes, je rappelle pour ceux qui viennent de l'extérieur, hein, la structure de ce master MESSI, donc métier des études du conseil et de l'intervention, qui vise à former des professionnels de différents métiers que j'ai évoqués précédemment. Donc c'est un master en 2 ans, tout à fait classiquement, M1, M2, composé de 3 parcours. Ces 3 parcours se déroulant chacun sur les 2 années. Donc les 3 parcours, vous les avez à l'écran, cette fois-ci par ordre alphabétique. ADL, aménagement et développement local, je crois que le titre est assez explicite. Il est géré par nos collègues géographes ici présents, qui vont vous en dire 2 mots dans un instant. 16, consultants et chargés d'études socio-économiques, là aussi me semble-t-il le titre est assez explicite. C'est moi qui ai l'honneur de le piloter, surtout en 2e année, avec l'aide de Nicolas Zoulet ici présente. Et enfin, PIS, projet informatique et stratégie d'entreprise. Là aussi, je pense que le titre est assez parlant, qui est géré par Christophe Darmanja, ici présent. Donc, vous voyez, on est sur des champs qui sont assez différents, même si les racines sont communes. On y rentre avec une licence minimum, évidemment, et c'est très ouvert, hein, une licence de sciences sociales. Alors, évidemment, si on est dans la filière Université de Paris, et notamment campus du Grand Moulin, eh ben, on aura en priorité des étudiants qui viennent de la licence SES, sciences économiques et sociales, ou de la licence de géographie ou d'aménagement. Également des étudiants qui viennent de MIAH, comment c'est de dire déjà quoi, aidez-moi. Maths appliquées. C'est lui, c'est le jeune. MIAH, maths et informatique. C'est ça.
appliquées aux… Sciences sociales et humaines. Voilà. Voilà, en gros, ou sciences humaines et sociales, enfin, c'est peu importe l'ordre. Donc, c'est intéressant parce que ces métiers font de plus en plus appel aux techniques quantitatives, notamment avec l'essor du big data, de l'intelligence artificielle. Il y a un vrai champ qui s'ouvre dans ces métiers pour ceux qui maîtrisent les techniques quantitatives. Donc, pour des MIAH, c'est une voie de professionnalisation extrêmement intéressante. Également sociologie, histoire, enfin bref, toutes les sciences sociales. Et hors de l'université de Paris, campus Grand Moulin, toutes les autres disciplines, économie, sciences traditionnelles, gestion, sciences sociales, les sciences politiques aussi, voilà, pas de censure des philosophes, ils ne sont pas cités ici, mais ils sont les bienvenus, alors, évidemment avec peut-être nécessité de se remettre un peu à niveau sur certaines matières, notamment en économie, si on n'en a pas fait du tout. Vous savez sans doute que avec la réforme des masters, une fois qu'on est rentré en M1, au terme d'une sélection que je ne vais pas décrire ici, hein, l'accès au M2 est automatique si le M1 a été validé, mais on peut aussi rentrer directement en M2. Si on a déjà un M1 d'une autre formation, il est possible de rentrer directement en M2. Là aussi, sous réserve d'avoir réussi les épreuves de sélection. On peut aussi rentrer en M2 en ayant déjà un M2, mais si on est à la recherche d'une professionnalisation. Et puis évidemment, on peut accéder au M2, mais également au M1, c'est plus rare, en formation continue. Les 3 M2 sont des formations en alternance, avec des modalités qui sont différentes pour les 3 parcours, donc je ne vais pas les décrire ici, mais c'est un vrai plus d'être en alternance, c'est une véritable expérience professionnelle qui est menée en M2, ce qui assure d'ailleurs aux 3 formations un niveau d'intégration professionnelle des diplômés qui est excellent, je crois qu'on peut le dire, et l'alternance n'y est vraiment pas pour rien. Donc voilà en gros l'architecture. Juste un dernier point, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais on peut, sous un certain nombre de réserves, on peut faire un choix en M1 et décider de changer d'orientation en M2. Si vous vous rendez compte que c'est l'informatique qui vous plaît et que vous étiez parti sur 16 ou ADL en M1, il est possible, sous certaines conditions, de basculer en M2 sur PISM. Enfin, on ne va pas rentrer à ce niveau de détail. Je vois qu'il est déjà 49. Je vais laisser mes collègues très rapidement décrire ce qui spécifie chacun des 3 parcours, en commençant peut-être par ADL. Sandrine ou Mathieu, je ne sais pas lequel a envie de prendre la parole. Ne vous battez pas. Il faut allumer les micros pour qu'on vous entende, sinon on ne vous entend pas. Tu peux peut-être enlever le document partagé, là? Oui, je peux l'enlever. Bon, je vais pour l'enlever. Sandrine, tu veux prendre la parole ou je… Merci. Sandrine a un souci de son. Oui. Du coup, très rapidement, donc, le parcours aménagement et développement local, c'est vraiment donc, une formation pluridisciplinaire au métier de l'aménagement et du développement local. Donc, ça veut dire qu'on forme surtout des étudiants à travailler et à intervenir à l'échelle des territoires, à une échelle donc, plutôt locale, en privilégiant une entrée donc, par le territoire. Et on forme donc plutôt des généralistes du développement local. On n'est pas une formation qui est spécialisée, comme certaines formations en aménagement. Et on forme des gens qui sont en fait des spécialistes du projet de territoire et de l'accompagnement du projet de territoire. Donc le but, ça va être de se retrouver dans des situations complexes, d'assister des élus, des responsables d'entreprise, des salariés, des associations à coordonner leurs actions à l'échelle d'un territoire. Et donc pour faire ça, on a une formation qui du coup associe des compétences généralistes qui vous ont été décrites à l'instant, avec en plus des choses plus spécifiques sur le diagnostic territorial, sur les questions de justice et d'égalité socio-spatiale, sur la connaissance des acteurs spécifiques de l'aménagement et du développement du territoire, qui est un secteur qui est quand même assez particulier avec ses acteurs, avec ses acronymes, avec son monde. Et donc, on vous familiarise à ça. Sachant qu'à l'issue du parcours, nos étudiants travaillent souvent beaucoup dans des collectivités territoriales, mais ils travaillent aussi dans des bureaux d'études et au sein d'associations. Donc voilà pour quelques mots très rapides, mais on aura le temps de développer ça et puis d'en parler avec nos intervenants tout à l'heure. Merci Mathieu. Christophe Darmanja peut-être pour PISE.
Oui, donc PISA a cette originalité un peu bizarre de former des étudiants issus des sciences humaines au métier de l'informatique. Et quand je dis au métier de l'informatique, c'est que ce n'est pas une couche d'informatique pour d'autres métiers. L'idée, c'est vraiment de former des informaticiens, pas forcément dans les métiers les plus techniques de l'informatique, encore que on a régulièrement des étudiants de PIS qui finissent jusqu'aux oreilles dans la technique et qui deviennent ingénieurs, développeurs, mais en tous les cas, des gens qui vont donc être à des fonctions disons, d'articulation entre les besoins d'une organisation, qui peut être une entreprise ou une administration, une association, tout ce qu'on veut, et puis donc les équipes techniques chargées de réaliser les différents aspects du système d'information. Donc la plupart de nos étudiants vont avoir comme ça un peu une double casquette ou une casquette intermédiaire entre les aspects, disons, fonctionnels et on va dire organisationnels, et puis les aspects techniques, j'y reviendrai tout à l'heure dans la présentation plus spécifique du master, mais l'enseignement en PIS est à la fois très intensif et très orienté sur la technique. Donc nos étudiants sortent de leur M2 avec un vrai niveau en informatique. C'est pas un petit vernis pour taper dans l'œil des recruteurs. On a vraiment comme ambition de former des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà, je pas forcément m'étendre beaucoup plus. C'est parfait, merci Christophe. Peut-être pareil, un mot sur 16, consultant et chargé d'études socio-économiques. Je crois que c'est la seule formation qui a l'ambition en tout cas de former simultanément à ces deux métiers qui sont des métiers cousins. De plus en plus, d'ailleurs, la zone d'intersection entre les deux est de plus en plus importante. Mais pour aller vite, le chargé d'études, c'est quelqu'un qui va produire un rapport. Il est vraiment dans l'analyse. Il compile des données pour produire un rapport qui débouchera sur des conclusions. Le consultant, il est plutôt là pour accompagner celui qui prend la décision dans cette prise de décision et éventuellement même dans la mise en œuvre de la décision. Il est plus sur le terrain. Si je force un peu le trait, il est plus sur le terrain alors que le chargé d'études est davantage dans son bureau, quoi. Mais c'est un peu réducteur de séparer les choses comme ça. Donc voilà, on forme très largement à ces métiers-là. Pour autant, il y a aussi des options à l'intérieur que je présenterai tout à l'heure qui permettent de commencer à affirmer une spécialisation ou à confirmer une spécialisation qui aurait été amorcée au préalable. En tout cas, quand on regarde les débouchés de nos étudiants, la diversité que j'ai évoquée tout à l'heure, on la retrouve dans les modalités d'insertion professionnelle et les trajectoires professionnelles de nos diplômés. Donc voilà, retenez une formation généraliste à ces métiers-là et qui donc, non seulement sur le plan technique, couvre consulting et études, mais sur le plan disciplinaire, ouvre sur l'ensemble des sciences sociales, et en particulier l'économie, la gestion et la sociologie. Voilà, je pense qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin. Il est 16h55. Peut-être s'il y a des questions à ce stade-là, on peut les prendre. Je vais reprojeter sur l'écran les liens pour rejoindre les réunions thématiques. Alors, ce n'est pas cliquable, mais donc il faudrait, si vous ne les avez pas notés par ailleurs, il faut les noter. Oui, mais tu ne peux pas voir si des mains se lèvent pour des questions, si tu mets ça. Si. Non, mais c'était que pendant que éventuellement des questions se posent, je fasse apparaître ça à l'écran pour que, si besoin, on puisse récupérer. Alors moi, je ne vois pas les mains parce que mon écran est occupé par ce que vous voyez. Donc, s'il y a des questions... il y a un message de Ryan Mawedge. Jusqu'à quand le changement de parcours est-il envisageable en M1 ? C'est une question pour toi, Nicole. Oui, c'est une question pour moi. C'est en fait, c'est assez difficile, le changement de parcours. En réalité, ce n'est pas du tout un truc automatique ou facile à organiser. C'est normalement à la fin du premier semestre que cela peut être discuté. Mais ça suppose, c'est sous des conditions assez restrictives, ne vous y trompez pas. Il faut à la fois évidemment que
que votre souhait de changement soit cohérent avec vos résultats. Il faut que ce soit jouable du point de vue de l'enseignant qui organise le parcours, et il faut une validation générale. Voilà. Au-delà de ça, ça pose quelques petits problèmes par rapport à l'administration, hein, qu'on a rencontré l'an dernier, mais qu'on arrive à surmonter. Donc voilà, je ne suis pas extrêmement favorable, enfin ouverte, hein, sur cette possibilité, mais elle est envisageable en effet. Est-ce que cette réponse vous convient? Christophe veut compléter. Oui, non, juste pour ajouter, je crois qu'en fait, le changement de parcours au cours du M1, en réalité, il est compliqué à faire de manière officielle. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est un ajustement de fait. Il y a quand même beaucoup de cours d'options. Oui, c'est ça. Donc, rien n'empêche évidemment un étudiant, tout en gardant son parcours, de prendre un maximum de cours optionnels relevant plutôt d'un autre parcours pour le deuxième semestre. Puis sinon, le dernier moment pour changer de parcours, bah, c'est à la fin du M1 et avant le M2. Hein. Oui, bien sûr. Ça, par contre, c'est très facile. Enfin, sous réserve évidemment que le M2 d'accueil veuille bien vous accueillir. Mais enfin, il n'y a pas de non a priori, il n'y a pas oui a priori, mais il n'y a pas non a priori. Et donc, le changement officiel de parcours, il se fait entre les 2 années. Oui, bien sûr. Heureusement que tu as complété, Christophe. Je n'avais en mémoire que le premier cas, en effet. Et c'est l'occasion pour moi de préciser, pour ceux qui ne sont pas déjà dans le master, que l'année de M1, j'ai fait apparaître la structure du master comme trois parcours parallèles, mais il y a beaucoup de cours partagés entre les 3 parcours en M1, et notamment des jeux d'options qui font qu'on peut aller piocher dans le parcours d'à côté des cours qui intéressent, quoi. Donc ça permet quand même un peu à chacun de se forger un profil qui serait en phase avec le projet professionnel qu'il nourrit. Et ça peut aider du coup à faire des passerelles pour changer d'orientation si on se rend compte en cours de route que son intérêt pour le parcours initial s'est réduit au profit d'un autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous terminions ? J'en remets une couche parce que comme je vois que Ryan envisage il est déjà en M1 sauf erreur et il envisage donc un changement, à ce moment-là, il y a intérêt quand même à faire connaître ses intentions le plus tôt possible dans l'année, pour une raison simple, c'est que d'abord, les enseignants du parcours visé pourront dire si oui ou non ça paraît jouable, etc. Et puis dans un certain nombre de parcours, on a des épreuves. Donc on peut les faire passer plus tôt, ce qui permet éventuellement à l'étudiant, si on lui dit non, de se retourner. Enfin voilà, donc ne pas attendre le dernier moment et signaler ses intentions au plus tôt, puis après on discute de la manière dont on s'y prend. Mais, Ok, on va s'arrêter là. Je tiens à préciser que nous organiserons plus tard une opération portes ouvertes, vraiment dédiée à la présentation du contenu des 3 parcours du Master Messi. L'objet de la réunion d'aujourd'hui est plutôt de vous sensibiliser au métier auquel ces parcours mènent. Donc là, on va arrêter cette réunion plénière, on va rentrer dans les 3 en parallèle, et vous allez voir que les 3 sont bâtis sur le même modèle. Après une petite introduction par le responsable du parcours, on va faire témoigner des professionnels de ces différents champs couverts par chacun des 3 parcours, pour que vous sentiez un peu, alors ce n'est pas exhaustif, vous avez vu la diversité que j'ai brossée au démarrage, donc les témoignages que vous allez avoir n'épuiseront pas la diversité des métiers possibles, mais au moins ça vous donnera un peu de chair, concrètement vous verrez à quoi ça peut consister, et vous verrez, ou pas d'ailleurs, si c'est ça qui vous donne envie. Et si ça a réussi à déclencher quelque chose, eh bien, venez aux portes ouvertes que nous organiserons plus tard pour avoir le détail ensuite de la manière dont tout ça se déroule.